Bonjour, bienvenue dans votre podcast Énergie en clair, le podcast de l'équipe Affaires publiques de la CFE Énergie. Je suis Romain Dargent, délégué fédéral en charge des questions européennes et internationales, et je suis en compagnie d'André Palus, secrétaire national en charge des affaires publiques et institutionnelles. Bonjour Romain, bonjour à toutes et à tous. Heureux d'être à tes côtés, Romain, pour parler aujourd'hui de gaz, mais pas que. Et oui, aujourd'hui on vous propose de parler de gaz, mais on va surtout prendre de la hauteur pour parler géopolitique et stratégie mondiale. La guerre aux portes de l'Europe et les conflits au Moyen-Orient rebattent les cartes sur la scène internationale. André, tu es un expert des questions énergétiques. Et à tes côtés, Frédéric Badilla est un expert du gaz. Nous le remercions d'ailleurs pour sa participation à ce podcast. J'ai peut-être une question pour commencer. On a l'impression que le monde du gaz a totalement basculé en 2 ans. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé? La question peut paraître simple, mais pas tant. Ce qui a changé, c'est la nature même du risque. Pendant des décennies, on gérait le gaz comme une simple commodité. On surveillait la volatilité des prix sur les marchés financiers. Aujourd'hui, c'est terminé. Le gaz, véritable sujet de sécurité nationale et profondément géopolitique, est revenu sur le devant de la scène. Pourquoi? Parce que l'Europe a opéré une mutation forcée. Nous sommes passés d'un gaz acheminé par des gazoducs fixes, principalement russes, à une dépendance massive au GNL, le fameux gaz naturel liquéfié. Ce gaz voyage par bateau, ce qui signifie que notre sécurité dépend en partie des routes maritimes, des détroits et de la stabilité de zones géographiques très lointaines. C'est une image forte. Si je comprends bien, on n'est plus essentiellement branché sur un tuyau qui arrive directement chez nous. Mais on attend également plus de livraisons par la mer. Est-ce qu'au fond, on n'a pas simplement remplacé une dépendance par une autre? C'est exactement le paradoxe. On a gagné en liberté politique en se sevrant du gaz russe, mais on a troqué une dépendance continentale contre une dépendance au marché mondial. Avant, le risque était essentiellement au bout du tuyau. Aujourd'hui, le risque est partout sur le globe. On dépend d'infrastructures critiques à des milliers de kilomètres, comme le détroit d'Ormuz, par où passe le gaz qatari, ou les usines de liquéfaction américaines sur la côte du golfe du Mexique. Si un terminal est mis hors service au Texas ou si un conflit éclate en mer de Chine, c'est l'offre européenne qui est impactée instantanément. Ah, c'est vertigineux. Mais concrètement, pour le citoyen ou l'industriel européen, qu'est-ce que cela signifie au quotidien? On risque des coupures? La question n'est plus seulement de savoir qui nous vend du gaz, mais surtout est-ce que le gaz peut physiquement arriver jusqu'à nous. Nous sommes entrés dans l'ère de la vulnérabilité logistique. Même si la France a toujours eu la sagesse d'un approvisionnement diversifié en gaz, une tension militaire en mer Rouge, un incident maritime majeur dans un détroit ou même un acte de sabotage, et des flux peuvent être perturbés ou détournés vers l'Asie si les prix y sont plus attractifs. On ne gère plus des stocks, on gère des flux tendus mondiaux. Donc André, si je te suis, le gaz fossile n'est plus cette énergie stable sur laquelle on pouvait compter aveuglement. Il est devenu instable par nature. Oui, il est devenu structurellement instable. Entre le champ gazier et votre chaudière, il y a désormais une chaîne de milliers de kilomètres incroyablement complexe. Liquéfaction à moins 162 degrés, transport par méthanier géant, passage de détroit stratégique, puis regazéification. Chaque maillon est un point de friction potentiel, qu'il soit technique, climatique ou diplomatique. La partie flexible du marché gazier, le GNL, est devenue une énergie nomade et très courtisée, ce qui crée une nervosité ou crispation permanente sur les marchés. Même si en France, il n'y aura vraisemblablement pas de rupture d'approvisionnement, la répercussion des conditions géopolitiques sur les prix se fera également sentir chez nous. Alors justement, si tu le veux bien, c'est ce qui m'amène à la question du portefeuille. On nous dit que la crise est passée. Pourtant, les prix ne redescendent pas à leur niveau d'avant-guerre. Pourquoi? Parce que nous avons changé de régime de prix. Même en période de calme relatif, les marchés intègrent désormais une prime de risque géopolitique. On ne retrouvera probablement plus le gaz à 20 euros du mégawattheure. Aujourd'hui, une fourchette de 50 à 60 euros du mégawattheure pourrait devenir la nouvelle norme. C'est le prix de notre sécurité et de notre nouvelle logistique maritime. Malheureusement,
c'est un poids lourd pour le pouvoir d'achat et un défi immense pour la compétitivité de nos industries, notamment face aux États-Unis ou à la Chine, car eux bénéficient de gaz localement. Oui, on comprend la difficulté pour notre industrie. Bon. Et en France, on entend souvent dire qu'avec nos terminaux méthaniers sur nos côtes, avec notre parc nucléaire, on serait mieux protégé que nos voisins. Réalité ou illusion? C'est une protection relative, Romain. La France possède 4 terminaux méthaniers et a su réagir vite en installant une unité flottante au Havre. Cela nous donne une porte d'entrée souveraine. De plus, notre électricité décarbonée nous rend moins dépendants du gaz pour produire du courant, contrairement à l'Allemagne. Cependant, nous restons intégrés au marché européen. Si les prix explosent à Amsterdam ou à Berlin, ils montent aussi chez nous. Nous ne pouvons pas être une île énergétique dans un océan globalisé. Nous sommes moins fragiles, certes, mais nous ne sommes pas immunisés. C'est le principe des vases communicants. Concrètement, nous sommes relativement sécurisés en volume, on ne manquera pas de gaz pour se chauffer, mais nous ne sommes pas protégés en prix. Ah oui, et c'est peut-être le point crucial. Car même si le gaz ne vient plus de Russie et qu'on a des centrales nucléaires, le portefeuille des ménages et la trésorerie des entreprises restent vulnérables aux soubresauts du marché mondial. En gros, on subit la météo géopolitique mondiale sans avoir de parapluie total. Et sans mauvais jeu de mots. C'est exactement cela, et c'est là que le sujet quitte la sphère purement technique pour devenir un enjeu économique et social majeur. Quand l'énergie coûte cher, c'est toute la chaîne de production qui s'alourdit, de la boulangerie à l'usine d'aluminium. Et donc, face à ce constat de vulnérabilité, quelles sont nos options? Est-ce qu'on est condamné à subir les crises internationales ou est-ce qu'on a le moyen d'agir pour reprendre le contrôle? On agit romain. En tout cas, c'est pourquoi la CFE Énergie se bat. On ne reste pas les bras croisés. Pour reprendre notre destin en main, il y a 2 leviers stratégiques complémentaires. Le premier, c'est de réduire notre dépendance aux importations par une meilleure efficacité. Le second, c'est de transformer radicalement notre mix énergétique pour produire notre propre gaz, en plus de produire notre propre électricité. Réduire, transformer, c'est clair. Mais si on veut être très concret, ça passe par quoi? Cela passe par 2 piliers. D'abord, développer les gaz verts comme le biométhane pour remplacer le gaz fossile dans les tuyaux. Ensuite, accélérer l'électrification des usages, notamment dans l'industrie et le chauffage, pour basculer vers une énergie que nous produisons nous-mêmes via le nucléaire et les renouvelables. Parlons justement de ces gaz verts. C'est un terme qu'on entend partout en ce moment, dans les publicités, dans les discours politiques. Pourquoi est-ce devenu une priorité si soudaine? Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial? Parce qu'il change complètement la logique de pouvoir. Contrairement au gaz fossile qu'il faut aller chercher dans le sous-sol de pays lointains, les gaz verts sont produits localement, ici même en Europe et en France, à partir de nos déchets agricoles ou ménagers, par exemple. On ne parle plus de routes maritimes ou de détroits sous tension, c'est une production décentralisée, locale et ancrée dans nos territoires. On passe d'une ressource d'extraction à une ressource de recyclage. Donc peut-être pour résumer, les gaz verts, c'est un peu le circuit court de l'énergie, non? Si on produit notre gaz dans nos campagnes, cela signifie moins de géopolitique et plus de sécurité. C'est tout à fait ça. On désarme le gaz de son potentiel conflictuel. En produisant localement, on supprime la dépendance aux zones de conflit et aux aléas de transport maritime. C'est un passage de la géopolitique de la menace à une économie de la résilience territoriale. C'est sans doute l'un des plus grands défis énergétiques de la prochaine décennie. Oui, une transition qui s'annonce aussi complexe que passionnante. Merci André pour ces explications très claires. On retiendra que la souveraineté de demain se prépare aujourd'hui, dans nos choix technologiques et nos investissements locaux. Le nucléaire, l'hydraulique, le gaz, le solaire, l'éolien, nous avons besoin de tout un arsenal pour un mix le plus équilibré possible. Dans cette configuration, nous pouvons tirer profit des avantages de chaque moyen de production. Nous réduisons nos dépendances, on regagne une souveraineté. Dans un monde instable, les industries électriques et gazières ont plus que jamais besoin de stabilité et de capacité à se projeter. Et c'est ainsi le plaidoyer de la CFE Énergie. Merci de nous avoir écoutés, c'était Énergie en clair avec Romain Dargent et André Palu, le podcast de l'équipe Affaires publiques de la CFE Énergie.
Nous remercions Frédéric Badina, notre expert en gaz, qui a participé à la rédaction de ce podcast. Pour nous retrouver, rien de plus simple. Nous vous donnons rendez-vous très vite sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Apple Music ou encore SoundCloud et même PodCloud, en tapant Énergie en clair. N'hésitez pas à revenir vers nous en cas de questions et à très bientôt.